Sécure, épisode spécial. Je suis de Sandra. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, Nicolas. Merci de ton invitation. C'est très, très, très sympa. Oui, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Sandra Aubert. J'ai créé une société qui s'appelle FF2R. Ça veut dire Fiction from Reality. Donc, c'est une société qui propose d'apprendre à se protéger face à tous les risques majeurs, comme si on regardait tout simplement une série Netflix. J'ai créé une plateforme de streaming à la demande qui encapsule des séries addictives et immersives, que de la fiction, pour sensibiliser et former face aux sujets qui sont arides et un peu ennuyeux. Oui, ben ça change essentiellement le paradigme qu'on est habitué. Pour ceux qui, comme moi, sont dans le monde de la cybersécurité, vivent avec des campagnes de sensibilisation un peu plus classiques, avec soit des textes, soit des courts vidéo qui sont un peu stériles à certains égards en termes de véhiculer une certaine forme d'émotion en termes de contenu. C'est vrai que c'est juste du contenu qui nous est lancé. Plan Blanc qui est ta production phare, si on veut, grand public, qui est visible gratuitement, essentiellement, qui a été justement pour sensibiliser dans le milieu de la santé spécifiquement, est très intéressante et donne un bon point de vue sur le fait qu'on peut changer ce paradigme-là sur quelque chose d'ancien, si on veut, avec quelque chose où on est maintenant on est situé dans l'univers de la consommation des médias, là. Ben oui, c'est vrai. Alors, Plan Blanc est d'ailleurs bingeable jusqu'au Québec, donc tout le monde peut le regarder. C'est le ministère de la Santé, l'ARS et la Fédération hospitalière de France qui nous a confié ce très très beau projet. L'idée, c'était de faire vivre en 6 épisodes, 3 minutes chacun, l'effondrement suite à une cyberattaque critique et majeure d'un CHU, donc d'un très grand hôpital. Comment ça se passe du point de vue des RSSI quand tu es enfermé dans un huis clos et que tu vois la panique gagner l'équipe de DSI et de RSSI face à une vraie cyberattaque. Et c'est la première fois qu'on rentre au cœur de cette cellule de crise et qu'on vit avec des comédiens une cyberattaque d'un très grand hôpital. Ça n'avait jamais été fait. Oui, puis ça change de la formule très petite capsule de 2 minutes sur le fait. Faites attention, mettez pas un mot de passe de cette façon-là à une formule qui est beaucoup plus réelle au sens où, pour l'avoir écouté au complet, justement, ça nous amène dans un contexte où il y a de l'émotion, où on se sent pris dans l'histoire, parce que c'est ça qui est important aussi à ce sens-là. On écoute l'histoire, puis on a place d'écouter un épisode en différé de différentes choses. On va le binger les six d'un coup pour justement parce que l'émotion est là, on veut savoir ce qui se passe. Et le message s'enregistre, à mon sens, s'enregistre mieux de cette façon-là d'avoir le goût de l'écouter un peu comme une série Netflix. Exact. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on fait du cinéma. Nous sommes scénaristes, producteurs, réalisateurs, et notre série est en effet complètement différente des capsules que tu viens de citer parce qu'on t'immerge dans une véritable production cinématographique. Et c'est là où ça change la donne. Le récit, c'est un scénario. Le tournage, c'est avec des vrais acteurs auxquels on mélange, parce qu'on fait un casting au sein des entreprises quand on fait ces productions-là, on mélange des acteurs amateurs pour donner le sens du réel. Et on tourne, notre studio, c'est véritablement le CHU. Donc, tu es immergé dans une véritable histoire de cinéma qui pourrait passer demain sur n'importe quelle plateforme de streaming, pour en citer quelques-unes, un Netflix, un Amazon ou un Apple TV. Je suis garante d'une qualité d'image et d'un scénario qui se développe. Et en effet, comme bonne scénariste et avec un bon réalisateur qui s'appelle Valérian Cadici, à qui je fais un coucou parce qu'il est brillantissime et c'est notre réalisateur signature, on travaille les cliffhangers. Donc, le cliffhanger, c'est ce qui va te donner envie de binger immédiatement l'épisode d'après. Parce que tu as envie de savoir comment Cassandre et Thomas, nos 2 RSSI complètement débordés, vont-ils s'en sortir? Et ensuite, tout ça a été paramétré, en effet, pour te faire naître des émotions. Donc là, tu ressens toute la peur, toute la panique, toute l'angoisse. On l'a tourné comme un véritable thriller, avec un huis clos très fort, très, très, très intense. Voilà. Et c'est ce qui te donne une colorimétrie.
Et cette colorimétrie, c'est parce que nous ne faisons que de la fiction et que du cinéma pour répondre aujourd'hui aux grandes problématiques du monde contemporain, que ce soit en cybersécurité, que ce soit sur toute la problématique de déontologie, de conformité. Nous, on prend tous les risques contemporains majeurs qui sont aujourd'hui dévastateurs pour les entreprises qui ne les mesurent pas, et on sensibilise, mais qu'à travers le cinéma. Ouais, c'était intéressant cette approche-là justement à travers le cinéma, puis j'ai beaucoup aimé les capsules en chose. Ça m'a changé des capsules stériles que j'étais habitué de voir, et ça l'amène au-delà du fait que c'est scénarisé, c'est amené, ça l'amène un contexte réel. C'est dans le contexte de Plan Blanc, c'est dans un contexte hospitalier. Donc pour les gens de ce milieu-là, ça ça vient les rejoindre davantage au lieu de quelqu'un d'une situation hypothétique qui n'arrivera probablement jamais de toute façon dans une capsule classique. Là, on a vraiment un élément qui est terrain, qui est réel, qui ont probablement entendu des éléments comme ça autour d'eux de toute façon, ces professionnels-là. Donc, l'amener dans une capsule de cette façon-là, ça a un impact, à mon sens, beaucoup plus important que je veux dire, faites attention, partagez pas votre mot de passe. Hein. Oui, alors on n'a pas voulu aller sur des choses les simplistes et on a voulu être le plus collé à la réalité. On est dans de l'immersion et pour nous c'était très très important d'être au plus proche de ce que peut vivre une équipe technique. Donc c'est là où on a l'alliage un peu de deux types de cerveau. Le cerveau créatif que je représente avec Valérian, quand on va concevoir un scénario de toute pièce, on va imaginer notre intrigue, on va imaginer nos personnages, on va leur donner une psychologie, une couleur. C'est comme ça que ça se passe quand on fait du cinéma. On sait Cassandre, on savait quelle était sa psychologie, ce qu'elle aimait, ce qu'elle mangeait, comment elle voyait la vie. Et pareil pour Thomas. Et ensuite, quand il a fallu travailler tous les éléments techniques, on a eu la chance d'être épaulé, je crois, par un des meilleurs experts en cybersécurité ici en France. Il s'appelle Steven Garnier. C'est le patron du domaine de la cybersécurité au ministère de la Santé. C'est véritablement quelqu'un de très important chez nous. Et on a validé tout ça avec lui. Donc, tu vois, c'est vraiment un travail conjoint commun. La technicité, on l'a fait rentrer dans notre scénario global. Et c'est pour ça que ces deux univers arrivent à se rejoindre et à créer à créer quelque chose de complètement unique et de très immersif. Et c'est vrai que tous les RSSI qui m'écrivent sur LinkedIn, enfin j'ai plein de gens, DSI, RSSI, cyber professionnels, me disent c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est génial parce qu'on est complètement immergé et pour une fois, on n'a pas quelque chose de mièvre, tu vois, de sans saveur, et on n'a pas non plus une capsule un peu humoristique qui dévalorise aussi le truc. Comme tu disais, oui, alors partagez pas votre mot de passe, laissez pas le post-it collé, tu vois, voilà, on a vraiment voulu faire quelque chose de très respectueux vis-à-vis de cet univers parce que pour moi c'est hyper important d'apparaître crédible. Et pour apparaître crédible, il faut pas aller au plus simple. Alors, on n'a pas été au plus simple parce que ce scénario, il a été compliqué à écrire et à monter. Il a pris du temps parce qu'il a fallu que moi-même, je m'immerge dans toute cette technicité pour que ce soit le plus vrai possible. Mais à l'arrivée, on a un produit, je trouve, qui réconcilie deux mondes. Les RSSI qui ont du mal à expliquer aux profanes de leur entreprise comment ça se passe et comment ça monte. Et de l'autre côté, ceux qu'on doit quand même sensibiliser à tout ça, qui peuvent monter en puissance et comprendre ce que vivent véritablement une DSI sous pression. Et c'est des hommes et des femmes derrière ça qui craquent aussi. C'est très dur. C'est des humains, puis ça, on l'oublie, puis j'ai déjà abordé le sujet à quelques reprises, à quel point des fois, même ces crises-là vont amener à des burn-out très importants, des décrochements. Il y a des gens qui vont casser dans ces crises-là parce que ça a une pression que les gens ne peuvent même pas comprendre quand t'es pas à l'intérieur de celle-ci. Puis je trouve ça intéressant parce que là, quand tu relatais ton expérience d'écriture et comment ça s'est fait, ça m'a rappelé que la seule série que je connais qui est vraiment
de ce degré d'authenticité-là. C'est une série américaine, c'est Mr. Robot, qui représente justement, elle n'est pas faite pour sensibiliser, mais c'est la seule série que je peux diriger les gens si vous voulez voir où certains éléments utilisés qui sont présents et qui sont réels et qui sont factuels, vrais. Mr. Robot est le plus proche qu'on a de l'élément de sensibilisation qu'il y avait ça, sauf que c'est une très grande série, ça dépasse largement les frontières du cyber, même si le cyber est un fil très important. Dans les capsules plus courtes, répond plus au niveau d'attention qu'on a maintenant, puis surtout dans la capacité, le temps qu'on a au travail à consacrer à cette sensibilisation-là. Si on demande à quelqu'un de passer 1 heure à faire de la sensibilisation versus un 3 minutes, je pense qu'on a beaucoup plus d'impact avec le 3 minutes, considérant que on consomme TikTok, Insta et toutes ces choses-là maintenant. Ça, c'est aussi mon cheval de bataille. C'est-à-dire que il faut plus une sensibilisation, une formation qui soit subie. On est dans une ère postmoderne. Donc aujourd'hui, la bande passante des gens, elle est faible. Ils ont une vie qui va vite, que ce soit entre leur boulot, la vie personnelle. On essaye constamment, tu vois, comme ça, d'être équilibré, mais équilibré, c'est compliqué et on est des hommes et des femmes happés par beaucoup de choses. Donc en plus, t'imagines quand t'arrives et que tu dis aujourd'hui les gars, on va faire une formation en cybersécurité, saluite, 12 de tes collègues et cerise sur le gâteau, vous allez avoir les sandwichs à la cantine. Conformité, cybersécurité, enfin tu as des trucs qui peuvent être très éloignés où t'as pas de temps, t'imagines encore plus dans un hôpital qui là est aux prises de tellement de situations compliquées. Et moi je te dis, j'arrive et je te dis et si tu matais une série façon James Bond en 3 minutes, au moment que tu as choisi, c'est-à-dire tu as bossé, tu as dîné en famille, tu as soupé en famille, comme on dit, tu as soupé en famille, tu as vu, je me mets au... Oui, mais tu étais une des rares personnes de la France qui comprend bien la réalité québécoise et canadienne, mettons. Parce que j'ai quand même eu la chance de beaucoup venir chez toi. Mais donc, tu as soupé, T'as lu la petite histoire du soir aux enfants, tu t'es posé, et moi, mon kiff, c'est de me dire, ces gens-là vont regarder, visionner, binger dans leur canapé, avec peut-être même un petit dessert, une petite glace, 3 minutes de sensibilisation. Oui, mais ça change tout. C'est que là, t'as choisi ton moment, t'es concentré, il y a peut-être ta femme à côté et c'est super parce que c'est des éléments qu'elle peut aussi engranger. S'il y a tes enfants qui sont pas couchés parce qu'ils sont plus grands, c'est formidable. Et donc tu crées une nouvelle méthodologie. On ne se forme plus. On est binge learné. Alors c'est comme ça un peu que je l'ai. Pardon pour l'anglicisme, je sais que t'aimes pas ça, mais on est binge learné. On est biberonné de manière hyper positive, on a des émotions, on peut en discuter avec sa famille et derrière, on a tout retenu. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa d'être formé comme ça que dans une salle à l'aveugle avec les copains et de se dire aujourd'hui, ça va durer une journée, quoi. Ah, la lourdeur. C'est beaucoup plus rentable pour l'organisation de déployer ce type d'approche-là qui a un effet réel parce que tu sais, beaucoup le font. Faut pas juste le faire parce qu'il faut conformité, il faut le faire, c'est l'obligation. Dans 2026, on n'a pas le choix de passer à travers ce chemin-là. Tant qu'à faire ce chemin-là, ça a des bénéfices. Puis ça peut avoir des bénéfices dans la vie personnelle des gens, c'est encore mieux parce que comme la frontière, puis tu l'as un peu mentionné, entre la vie pro et perso, elle est plus tellement là, surtout depuis le confinement, cette frontière-là elle a littéralement éclaté. Donc, si on est capable de bénéficier d'un côté et de l'autre en même temps, je pense que tout le monde en sort gagnant. La société aussi en sort gagnante à travers tout ça, parce que les gens, dans leur vie personnelle, vont avoir des habitudes qui vont se traduire dans la vie pro avec des choses qui vont justement être plus raisonnables, vont faire attention, ils vont même pouvoir dire « Hey, fais attention ». On a vu ça là, puis ils vont parler avec leurs collègues avec un langage commun qu'ils vont avoir partagé à travers cette série-là, qui les unit aussi. Puis c'est un peu ce qui manque là. On parle le grand paysage télévisuel occidental. On avait
il y a 20 ans, peu de choix, donc tout le monde avait les mêmes référents. Maintenant, on n'a plus c'est ça, tout le monde est perdu. Un peu Netflix a ramené un peu ces séries-là sont un peu plus classiques, là, mais c'est juste ces séries phares qu'on est capable maintenant de réussir à rapatrier cette espèce de référence commune qu'on peut avoir en tant que société, là. C'est créer du lien. J'aime beaucoup cette idée de dire on crée du lien, mais on crée aussi des conversations. Et donc, si tu peux créer derrière, moi, mon idée en créant ce lien, c'est toujours la même. Hein. Par contre, mon obsession, c'est de créer une culture de vigilance. Alors, la culture de vigilance en cybersécurité, aujourd'hui, elle est majeure. Je veux dire, on nous annonce une année 2026 catastrophique et on voit bien, tu le sais autant que moi, Nicolas, c'est-à-dire, on a des cyberattaques aujourd'hui tous les jours. Mais je repense, parce que vous en avez peut-être entendu parler, de cette histoire de cette pauvre Anne qui s'est fait extorquer énormément d'argent par un faux Brad Pitt. Je sais pas si tu en as entendu parler. La pauvre, mais ça, il y a deux choses, puis je l'ai déjà abordé avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens en cyber, puis ça c'est mal, vont ridiculiser la personne parce que le piège était trop évident, machin. Le réel, c'est que cette personne-là est en détresse émotive. Et ça leur répondu à une détresse, une solitude, peu importe ce qu'elle vivait. Et c'est tombé justement au bon moment. Puis là, elle est tombée dans l'émotion. Puis ils l'ont pris. Puis c'est justement l'aspect, ça, c'est quand les méchants le font, mais il faut que les bons le fassent aussi pour nous ramener de l'autre côté. Mais donc, tu vois bien qu'aujourd'hui, on est tous, en tout cas, touchés par ces phénomènes-là, que ce soit tes comptes bancaires, que ce soit ta vie amoureuse, enfin, tous les aspects de notre vie est touché. Et il fallait quand même trouver un nouveau moyen de créer ce lien et pour créer cette culture de vigilance. Et c'est vrai que par le prisme, encore une fois, du cinéma, de la fiction, tu peux faire passer des messages que tu fais pas passer par d'autres moyens, eu égard au fait que plus personne ne lit non plus. Donc, on a pris une culture, tu vois. Tu sais que c'est mon cheval de bataille, mais ça m'ennuie un peu parce que moi, je suis une grande lectrice. J'ai fait des études de lettres et tout, mais on est tous complètement avec cette petite chose merveilleuse, coucou à mes jumeaux, mais qui sont grands maintenant et qui vont partir au Québec. Je vous les envoie. Vivre l'hiver canadien, québécois, au lieu de le vivre à Paris dans tout le chaos que ça génère. On en parlera tout à l'heure pour faire rire tout le monde. On fera une ellipse, comme on dit dans mon métier de cinéma. C'est une ellipse. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, comment on fait face à cette nouvelle réalité des usages de l'information quand plus personne ne lit, quand tout le monde scrolle, binge, regarde, et c'est vrai que c'est le format vidéo qui retient le plus ton attention. Moi, je voulais pas proposer des capsules youtubesques parce que je suis pas une youtubeuse et que je reste une scénariste dans l'âme et j'écris pour le cinéma d'ailleurs, etc. Mais je voulais créer quelque chose qui soit un produit de très bonne qualité, de bonne facture, à regarder comme tu l'as dit, à avoir envie d'aller très vite à l'autre épisode, mais qui puisse quand même aller au cœur des véritables problématiques. Si tes auditeurs regardent Plan Blanc, ils verront que on élude aucun souci et aucun problème. On va aller du phishing en passant par le piggybacking, mais à notre manière à nous. C'est-à-dire vraiment très différente. Et on parle de tous ces sujets-là. On aborde le social engineering d'une certaine manière. Oui, mais il faut bien parler de ces sujets. Mais comment parler sans tomber dans un univers soit trop anxiogène, et là tout le monde a peur, donc c'est pas non plus l'intérêt, ou ni en ridiculisant par des scénettes ridicules. Il y avait un juste milieu à trouver, et je pense que le prisme du cinéma et du scénario et du narratif le fait. Mais la réponse, là aussi, elle est humaine et elle doit être face à une crise qui est aujourd'hui réelle. Oui, puis c'est l'aspect très humain aussi de cette création-là que tu fais, puis ça de Plan Blanc, ça en est un qui est public, tu en fais beaucoup d'autres également pour des besoins privés ou sur ta plateforme de streaming. Oui, on a fait du financement du terrorisme, on a fait du PTHR, ça s'appelle PTHR, c'est une série en 2 saisons, 6 épisodes chacune. C'est sur les pays tiers à haut risque et c'est comment une banque lutte contre le financement du terrorisme, qui est vraiment une histoire un peu
folle d'espionnage. On a un ancien membre du GIGN qui est devenu acteur, qui est qui est un des comédiens de cette série. Voilà. Donc, on fait pas que de la cyber, même si le champ cyber est important, mais on fait de la déontologie, on fait tout ça. Ouais. Ah, tout ça est absolument assez connexe. Je dirais, pour naviguer là-dedans depuis tellement longtemps, il y a beaucoup d'inspiration militaire, il y a beaucoup d'inspiration de terroristes. On navigue un peu là-dedans, puis on est un peu à la croisée des chemins cyber. Là. Heureusement ou malheureusement, à certains égards, là, c'est un peu plus complexe. Mais je vais revenir aussi sur l'aspect très humain, très on en parlait un peu en préparation, là, un peu l'imperfection parfaite, si on veut, ou cette espèce de nuance-là qui fait que la facture, on adore parce que c'est perçu de façon parfaite, mais ça demeure pas fait par une machine aussi, essentiellement. Là, c'est vraiment, ça a la saveur d'une création humaine et non d'une création automatique. Là. Oui, alors c'est vrai, je vois bien le terrain sur lequel tu m'emmènes et tu as bien raison, mais on a pour habitude de dire que la faille est humaine dans toute la gestion dite, mon expertise qui est la gestion des risques. La faille, elle est souvent humaine. Et en cyber, je pense qu'on peut complètement dire que la faille, et c'est toi qui me le confirmeras, est très très souvent humaine. Mais je crois que cette parfaite imperfection qui reste notre matrice, qui reste notre ADN humain, elle doit se sentir dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que mon cheval de bataille à moi, c'est tant que c'est possible et tant que les clients suivront et tant que les gens adhéreront, c'est de faire tourner des vrais humains, des vrais comédiens, avec cette dose d'imperfection parfaite du jeu aussi. Et je crois que c'est ce qui nous ramène et ce qui nous unit les uns aux autres. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'émotion, elle est projetée par des vrais humains qui jouent. Et pourquoi, toi, tu dis, c'est très proche d'une réalité technique, des techniciens, des experts, c'est parce que tu vois des vrais gens en vrai burn-out, en train de se dire, quand Cassandre dit à Thomas, c'est pas qu'un vol de données, Thomas, c'est une cyberattaque. La comédienne, elle est dans son rôle, vraiment. Et elle le vit de manière très puissante. Donc, je pense que c'est ça. Oui, ça permet le rendu, puis c'est justement ce degré de réalité-là fait passer le message, puis on parle d'émotion. Cette façon de véhiculer l'émotion ne se fait que par des humains parce que l'émotion n'est qu'humaine à l'intérieur de ceci, ou en tout cas, du moins, elle est vivante. Là, on pourrait aller dire aussi que les animaux ont des émotions, mais au moins, c'est dans le vivant qu'on a l'émotion et celle-ci se véhicule et est transmise, et justement très bien transmise par les acteurs. Là. C'est justement le beau de ce que la série que tu as faite et des gens qui t'ont accompagné dans cet élément-là. Et ça vient chercher justement cette émotion-là. Et pour ceux qui l'ont déjà vécu, parce que moi, je me suis reconnu dans certains éléments, donc comme participant là-dedans dans ces crises-là. Mais pour les gens qui ne l'ont jamais vu, vont vivre, vont ressentir, peut-être avec une meilleure capacité que la mienne de communiquer d'ailleurs, cette émotion-là, cette difficulté-là et cette détresse-là à certains égards de faire face à une crise ou une situation complexe. Oui, c'est exactement ça. C'est être au plus proche des émotions, au plus proche du réel, au plus proche de ce qu'un être humain ressent réellement quand cette crise commence, et comment on fait pour gérer ça, quoi. Et comment on fait pour gérer ça, mais dans toute son humanité, quoi. Et les retours d'expérience, tu as parlé un peu, on parle plus de ta production elle-même. SCC a été largement diffusée, était largement en plus, notamment Plan Blanc, ça c'est un exemple public, mais tu as des exemples privés aussi. À quel point le retour d'expérience qu'il y en est, comment c'est suivi, comment les organisations le vivent, ce changement de paradigme de consommation de la formation? Alors, déjà, un peu de chiffres. Sur la plateforme, donc je résume, mais nous on a donc créé une plateforme de streaming sur lequel tu binges des séries où on sort à peu près un épisode par semaine pour travailler l'addictivité, tout sujet confondu. Donc tu arrives comme sur ton Netflix, tu choisis la série que tu veux binger, tu binges ta série, tu as la possibilité de certifier tes connaissances, soit entre chaque épisode pour déverrouiller l'épisode d'après, soit à la fin. Et donc, cette solution requiert aujourd'hui 86% de taux de rétention. Ça veut dire que tu arrives, tu binges, tu retiens.
Le taux de reprise des séries, les gens viennent en moyenne entre 4 à 7 fois regarder la série. Ce qui Wow, est énorme. C'est fantastique. Ouais. C'est génial. C'est-à-dire que tu regardes entre 4 à 7 fois la même série et tu y reviens et tu as envie d'y retourner. Et puis, il y a un autre truc qui est hyper intéressant. Et ça revient exactement au point que tu disais tout à l'heure, qui est ce lien, cet espace de convivialité, mais aussi cet espace de partage des connaissances et de son ressenti. Et c'est pour ça que c'est très fort d'être dans l'humain. C'est le partage que tu as en réunion. Les chefs de service lancent un épisode, par exemple, et ça leur permet de rebondir sur plein de sujets. Donc la consommation, elle se fait aussi bien toi et toi seul devant ton téléphone, puisqu'on est Chromecast Tab télévision, on peut binger sur le téléphone et sur l'ordinateur. On est complètement responsive. Donc, une fois que tu as regardé ça, mais tu peux aussi décider de le regarder en réunion quand tu es chef d'équipe ou manager pour passer en revue des sujets qui te semblent intéressants et plutôt que d'arriver avec un PowerPoint un peu, un peu lourd, un peu ennuyeux, quoi. Tu balances ton épisode, 3 à 4 minutes générique, si tu veux, tu sautes le générique. Si tu veux, tu sautes le générique de début qui rappelle qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Bon, tu as 3 à 4 minutes de capsule et ça te permet de lancer des sujets. Et donc, c'est quand même des réunions qui sont déjà un peu plus conviviales, qui te permet de réaborder des points compliqués, mais sans être donneur de leçons, ennuyeux, etc. Donc, les managers s'en emparent. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable montée en puissance aussi des outils dans l'organisation même. Et puis après, moi, un cas qui m'a fait vachement plaisir, c'est de voir que pendant la pause déjeuner, les gens étaient là avec leur petite gamelle, leur assiette, leur sandwich, leur pizza, ce que tu veux, whatever, et ils étaient en train de regarder des épisodes de Compte Bloqué, par exemple, tu vois. Et là, j'étais ravie parce que ce format est là aussi pour être partagé à plusieurs, pour en parler ensemble. Donc ça, c'est super. Donc en fait, nos séries, elles ont pour vocation à faire upgrader aussi toute l'organisation et la transformation d'une entreprise. Donc c'est en ça où c'est innovant, c'est que on se colle quand même dans l'entreprise à une nouvelle manière d'aborder les sujets. C'est très intéressant, puis c'est des très beaux exemples de ce que tu mentionnes, justement, des effets que ça a, que les gens en parlent, et c'est aussi une admission que la plupart des gens, surtout en cyber notamment, mais dans d'autres domaines aussi, on n'est pas très bon en communication. Il vaut mieux laisser ça à des personnes qui sont beaucoup plus aptes que nous, qu'avec nos PowerPoint soporifiques qui vont juste faire fuir les gens et les faire souffrir pendant le temps qu'il est là. Au lieu de, il y a un plaisir à regarder. Et ça l'amène justement à cette discussion-là. Et ça demeure l'admission que faut faut faire affaire avec des experts en communication pour passer le message et pas d'essayer comme d'experts de domaine d'avoir également ce chapeau-là qui est parfois ou généralement pas très bien maîtrisé, là. Alors, laisser faire des experts, oui, mais travailler ensemble m'apparaît hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, je vais maîtriser mon domaine de compétences qui va être l'écriture des scénarios, qui va être la production, qui va être de raccrocher toute une équipe de tournage autour du projet et de faire vivre ces personnages dans ce récit, dans cette histoire, etc. Mais j'ai quand même besoin de vous, des experts, pour pouvoir enrichir le scénario. Et je trouve que c'est là où tu as le meilleur des deux mondes. C'est quand les créatifs et les récréatifs que nous sommes arrivons à discuter, à parler le même langage. À un moment donné, ça arrive, et là, c'est magique. Avec les techniciens, tu vois, là, les pures laines de la technique, ceux qui vont... et on a tous à apprendre, en fait, des uns et des autres. Et du coup, on se laisse pas, tu vois, chacun dans notre couloir de nage. On travaille ensemble et on parle le même langage à la fin. Et ça, je trouve que ça crée une émulation extraordinaire. Parce que sans les techniciens et les puristes de la cyber, j'aurais pas aussi bien écrit Plan Blanc. Mais sans nous, les récréatifs et les gens un peu fous du cinéma, ils n'auraient jamais réussi à faire une production comme celle-ci.
Donc, tu vois, c'est un peu ce meilleur des deux mondes. C'est de se dire, et si on commençait à faire ce design thinking-là, et si on commençait à faire ce concept car marketing, de travailler les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Et donc, à travers cette solution, de trouver cette petite ligne de crête qui rapproche le limbique hyper créatif que nous avons en tant qu'intermittents du spectacle et le cortex hyper organisé, hyper façonné, et hop, on crée un truc ensemble, et c'est une super grosse dose d'adrénaline qu'on envoie à ceux qui vont regarder. Moi, c'est un peu comme ça que je le conçois. J'adore travailler avec les experts de la cyber. J'aime tellement ça que je suis en train de créer, et tu l'as en big news parce que je l'ai encore dit à personne, je suis en train de créer un comité d'experts et d'élite. Et je suis super contente parce que j'ai des très beaux noms de la cybersécurité qui m'ont tout de suite dit oui pour rejoindre ce comité. Donc, tu vois, je me dis, j'ai vraiment besoin des experts et des puristes qui vont donner cette dose, cette saveur hyper réaliste. Et en même temps, vous avez cruellement besoin de gens qui sont comme nous, des rêveurs et qui savent écrire des histoires. Ouais, ben on a besoin des personnes, des histoires. Puis ça revient aussi au fait que l'humain est fait, notre cerveau est fait pour vivre avec des histoires. C'est comme ça depuis la nuit des temps que l'humain transmet sa connaissance, c'est à travers des histoires. Et je crois que dans les temps modernes, super beau ce que tu dis. Oui, mais dans le temps, dans l'espace corporatif, on a oublié la nécessité de l'histoire. Et ça, tu ramènes de façon en avant-plan que la sensibilisation, c'est une histoire qu'on doit raconter aux gens pour que ceux-ci s'en souviennent comme nos ancêtres il y a longtemps propageaient la connaissance à travers des histoires plusieurs ont vécu très longtemps dans le temps et qu'on a encore maintenant dans un certain nombre de cas où qui sont rendus jusqu'à l'écrit de très vieilles fables, de très vieilles histoires qui ont été véhiculées de cette façon-là. On comprend qu'avec le temps, ça se transforme, mais il demeure que c'est le véhicule premier de transmission de connaissances et malheureusement, avec la façon académique et corporative, on essaie de marteler de façon violente la connaissance dans la tête des gens dans quelle école, c'est pas le chemin le plus facile d'entrer pour que la connaissance s'installe dans la tête des gens. Alors j'aime beaucoup ton idée, enfin c'est pas une idée d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la transmission de l'histoire ou la transmission de l'information et comment elle s'est véhiculée. Et depuis la nuit des temps, il y a toujours eu un sage qui a transmis. Alors on a eu la grande période des troubadours au Moyen Âge qui transmettaient les informations en chantant d'ailleurs. Donc tu vois, il y a toujours eu de la créativité. Et en fait, c'est ça, je pense, qui nous unit, c'est que l'humain sera toujours créatif pour trouver un moyen de faire passer le message. On a eu les pigeons voyageurs, on a eu les pièces de théâtre qui ont révolutionné et qui pouvaient parler à un moment donné de sujets hyper complexes, mais par un autre véhicule. Voilà. Donc, le cinéma passe les messages, pouvoir amener et rendre un cinéma comme nous le faisons au plus grand nombre, démocratique, ouvert à tous, c'est aussi ça un peu le but, c'est de dire on prend tous les sujets en effet, alors les plus risky business parce que on a envie de défendre les entreprises, elles donnent de l'emploi, c'est hyper important d'être supportif vis-à-vis de tout ce maillage entrepreneurial où les grandes institutions, les grands organismes. Mais de pouvoir faire passer ces messages-là à travers ce véhicule, ouais, c'est de la créativité pure juste et c'est en ça d'ailleurs que j'ai moi voulu concevoir tout ça avec l'aide quand même d'un chercheur en neurosciences. Hein. C'est comment on fait réagir le cerveau. Quelle dopamine et quelle dose d'adrénaline on lui donne pour pouvoir retenir. C'est pour ça que les épisodes ils sont courts. C'est pour ça que chaque épisode a une forme extrêmement punchy d'adrénaline parce que ça doit quand même te faire retenir les informations. C'est pour ça que les infos, elles sont aussi notées et écrites. Voilà, parce que le cerveau est fait pour retenir une information qui va lui faire naître un sentiment d'émotion.
C'est comme une histoire d'amour. L'histoire, elle peut être terminée. Les gens n'oublieront jamais ce que tu as fait ressentir à quelqu'un. Tu vois, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas ce qu'une nana ou un mec t'a fait ressentir. Ben, c'est pareil. T'oublies pas ce que t'as ressenti en bingeant une série et en aimant ces personnages. Et d'ailleurs, tout le monde veut retrouver Cassandre et Thomas et savoir s'ils s'en sont sortis. Donc, j'ai aussi ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Et nécessairement. Ils vont tout reconstruire parce qu'on est en train de préparer la suite. Ah, ben c'est merveilleux, il y a une suite dans le fond d'apprendre ça, de savoir justement ce que ça mène. Mais de toute façon, les gens aiment les personnages dans des univers. On le voit énormément avec les grandes franchises comme Star Wars par exemple, où les gens veulent suivre les personnages dans un univers imaginaire et ce que les gens aiment beaucoup, ça vient beaucoup rejoindre l'émotion. Et T'as l'émotion et puis t'as un autre truc que je vais te glisser, c'est que ok, on fait du cinéma mais on fait aussi du marketing. Et tu vois, la série Compte bloqué, la première saison, on était sur une vraie comédie hyper drôle, vraiment avec des punchlines écrites, c'était ultra drôle. Et comme on s'est rendu compte qu'on avait un pourcentage énorme de femmes qui avaient regardé la série, la première saison, eh ben, j'ai créé une histoire d'amour. Ou en tout cas, la comédie est devenue comédie romantique. Où on a envie de savoir, est-ce que tout compte fait entre Jennifer Larocque, la banquière, et Florent Lagny, le chanteur à succès, il va se créer. Et donc, t'as une tension comme ça qu'on a fait monter au fur et à mesure des épisodes qui dérivaient. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on prend ce qui nous arrive en statistique de nos tableurs statistiques que l'on a et on fait bouger notre série ou nos saisons de série selon les gens. Donc si ça avait été plus de garçons qui avaient regardé, j'aurais fait une saison 2 peut-être plus masculine, etc. Mais là, j'ai senti que comme c'était un pourcentage très haut de femmes, on allait dériver sur une comédie romantique. Pour PTHR, la saison 1, elle a été assez équilibrée, pays tiers à haut risque sur le financement du terrorisme. La saison 2, j'ai eu beaucoup d'hommes qui avaient regardé PTHR. Alors, PTHR, c'est une explosion sur la cible masculine. Avec des gros bras, Hatton, ancien du GIGN, très très baraqué, très tatoué, très mal. On est dans de l'espionnage. Tout le monde se voit et tout le monde se dit mais ça pourrait être moi, Hugo, qui doit pouvoir espionner, etc. Donc, on a fait bouger la saison 2, où on a rajouté même juste une bande son beaucoup plus masculine. J'ai fait rentrer dans l'histoire Clarisse Fontaine, qui est une comédienne au physique de rêve. Tu vois, c'est ça aussi. On fait du marketing et on se cale quand même à la cible. Pourquoi ? Parce que l'objectif, tu l'as dit, c'est le message. Il doit être retenu. Donc, moi, j'utilise tout ce que j'ai dans ma palette de scénaristes pour pouvoir faire en sorte que ça devienne de plus en plus addictif et de plus en plus apprenant. Oui, très intéressant de faire un grand tour. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés de cette approche-là que tu aimerais partager? Écoute, les grandes approches et après ce qu'on n'a pas dit, c'est que on se facilite pas la vie. Alors ça, c'est un vrai truc. Par rapport à tout ce que tu peux voir dans les vidéos, un peu aujourd'hui dans mon sérail, tu vois, et il y a de la place pour tout le monde, je te l'ai dit, ils font des choses quand même assez simples. À nous, non, on a eu l'idée quand même de bien s'ennuyer, nous aussi, et de pas choisir le chemin le plus simple. D'abord, pour l'instant, on n'a pas de catalogue. On ne fait que du sur-de-mesure parce que chaque boîte est différente. Chaque entreprise doit pouvoir passer son message. Donc, on est sur du sur-mesure. Ça veut dire que c'est autant de scénarios ou scénarii qu'on écrit. Ça veut dire que c'est une nouvelle gageure créative et récréative d'écrire des choses qu'on n'a pas encore faites. Ça serait ultra simple de dire, allez, pour tout le monde la même série, on vous l'arrose, vous allez tous apprendre la même chose avec une seule et même série en cyber, en machin.
Oui, mais à un moment donné, t'es pas créatif, quoi. Donc déjà, on fait que du sur-mesure et on prend les messages de l'entreprise. Ensuite, on s'est vachement complexifié. On fait des castings dans les entreprises. Ça veut dire que tous les seconds rôles, toutes les silhouettes et tous les figurants sont issus de castings grandeur nature et des vrais castings filmés avec caméra, avec des scènes à jouer, etc., au sein des entreprises. Parce que tout ça, c'est des gens qui viennent de la boîte. Pourquoi? Ben parce que quand tu vois ton collègue jouer dans la série, ça encore, c'est encore un nouvel élément de happening. Ça te happe, tu vois, dans ce sens-là. Ça te happe complètement. Tu reconnais, par exemple, dans Compte bloqué, je te passerai les bandes annonces, tu pourras les diffuser si tu as envie, etc. Dans Compte bloqué, le patron de la conformité, c'est le vrai patron de la conformité. Du Crédit Agricole, de la banque. Ah, mais c'est génial. Parce que quand tu as en plus les boss qui jouent dans tes séries, ça emmène tout le monde. Et puis tu vois ta collègue de la compta, que t'avais pas vu comme ça, et on a découvert des talents en faisant nos castings. Et c'est là où tu te dis c'est génial, parce qu'une entreprise, c'est encore de la matière humaine. Tu les vois dans une banque en costard cravate, alors c'est éloigné de ton univers et puis hyper éloigné du mien. Mais tu les vois en costard cravate ou en tailleur pantalon, tout ça c'est bien coiffé, c'est maquillé parfait, ça a des gros dossiers sous le bras et tout ça. Et en fait, tu les vois en casting, ils font soit de la ligue d'improvisation, soit du théâtre, soit du chant. À un moment donné, on en a une, c'était une soprano. On s'est dit, mais what? Elle avait une voix d'ange, un truc. On a eu dans Compte bloqué, il y a un vrai concert qu'on a recréé, parce qu'on recrée des vrais concerts. On crée les musiques. J'ai un compositeur qui crée carrément les paroles des chansons de Florent Lagny. Donc on est, tu vois, on va jusque là. Et on a les vrais musiciens qu'on a castés dans la banque. Le vrai batteur, le vrai guitariste, le vrai bassiste. Donc, on ne sait pas faciliter la vie, mais on crée, tout compte fait, un ovni non identifié en cinéma, qui est de dire, c'est pour eux et par eux. Et c'est quand même la grande différence aussi par rapport à mes compères, parce que je les vois pas du tout comme des concurrents, il y a de la place pour tout le monde, mais mes compères, ils font un catalogue, toutes les entreprises, whatever, 440, petite PME, ETI, tout le monde va avoir la même série. Donc tout le monde va binger le même contenu et puis advienne que pourra si les gens retiennent. Non, nous on fait les castings en entreprise, on va chercher les pépites, on va chercher les talents, on essaye que toutes les personnes qui se sont présentées en casting aient un rôle, quoi qu'il arrive. Même si t'as pas été ultra bon, mais t'as quand même eu le courage de venir sur scène, tu vois. Et moi, la prime au courage et à l'audace, c'est tout ce que j'aime, parce qu'en créant ce segment de marché-là, il en a fallu quand même un peu du courage, et puis il a fallu du courage à mon banquier qui me suit dans mes délires, beaucoup, avec un prêt pour m'aider à réaliser tout ça. Mais donc ils ont eu un courage fou. Et ben ils ont quand même un rôle, même si c'est traverser le couloir et croiser le comédien et tout ça. Donc jamais, enfin, je pense que le vrai conseil que moi je donne, c'est n'allez jamais à l'essentiel. Donnez-vous du mal. Essayez d'imaginer quelque chose. Oui, ça va peut-être vous demander du temps, de l'énergie, du fric, du pognon, c'est pas grave, de l'argent. Mais si vous croyez dans votre projet, si vous êtes assez animé, assez passionné, les chemins s'aligneront. Et tu sais, on parlait un peu de ce côté spirituel, mais moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que le chemin il s'aligne quand tu es dans ton vrai chemin. Donc ouais, ne pas aller à l'essentiel et offrir le meilleur de toi-même pour faire en sorte que chaque production, elle soit unique et que le copain, le voisin, il n'est pas exactement la même chose. Et que ta saveur à toi, c'est ta saveur à toi. Et donc Plan Blanc est unique. On a donné l'occasion au grand public de le binger, mais il y aura pas d'autres plans blancs et j'en ferai pas d'autres d'ailleurs. Comme ça, si je dois retravailler sur un sujet, ben je repartirai d'une page blanche et je recommencerai à réfléchir,
à brainstormer, à créer encore une magie du cinéma. Mais oui, on travaille avec des compositeurs, ça aussi. C'est-à-dire que on demande à des compositeurs de nous créer les musiques, de nous créer les paroles des chansons si on fait des chansons, des mélodies, voilà. Donc on travaille vraiment avec un spectre très large qui est très cinéma. On travaille avec la plus grande voix en doublage qui s'appelle Dorothée Pousseau. Elle passe beaucoup de temps au Québec d'ailleurs, Dorothée Pousseau. C'est la voix française et québécoise de Margot Robbie, Barbie, Harley Quinn et tout ça. Elle double également chez vous pour vous. Et donc, tu vois, on travaille avec elle sur des doublages, mais on travaille avec elle aussi en comédie. Donc, on va aussi chercher des talents qui sont connus, reconnus, etc. Et demain, t'as beaucoup d'argent, t'es un super client, et ben t'as envie de te payer un super comédien très connu au Québec ou en France, oscarisé, pas oscarisé, tu peux. Et on pourra faire jouer ces gens-là. Ouais, puis je vais boucler là-dessus, c'est sur le fait, puis ça revient un peu à ce qu'on mentionnait, je mentionnais au début, le fait c'est un travail artisanal. Puis ça, de nos jours, on a oublié ce que c'était le travail artisanal. On est vraiment dans des contextes en production en série, standardisée, sans saveur, sans couleur, un peu ce que tu mentionnais aussi. Et on sort ça, puis comme certaines compagnies de formation font d'ailleurs aussi, c'est basé comme ça. C'est pas mal parce qu'il y a quand même un marché pour ce genre de choses-là. Mais le côté artisanal, humain, différent, fait la différence entre même dans nos demeures, on a des meubles qui sont soit IKEA classique, usine, standard, et il y a du sur-mesure, et la différence, elle est perceptible. Et même dans des productions comme ça, la différence, elle est perceptible. Et l'humain, à terme, aime beaucoup plus ce qui n'est pas standardisé, industrialisé et tout ce que ça. On a cette espèce de petit goût à l'intérieur des choses qui nous sentent personnalisées. Là, tu mentionnais justement l'inclusion d'employés à l'intérieur des productions. Ben, ça vient les toucher parce que c'est personnalisé, c'est pour eux. C'est pas pour tout le monde, c'est pour eux. Et ça aussi, on a tendance à oublier que les gens, fondamentalement, s'intéressent à ce qui est à l'intérieur, ce qui en est pour eux. Et ils veulent sentir que le message est véhiculé pour eux. Et quand ça fonctionne, puis là, tu avais mentionné le cas malheureusement de la dame qui s'était fait avoir par la fraude par le faux Brad Pitt. Mais elle a, elle aussi, senti que le message il lui était destiné à elle et c'est venu répondre à quelque chose comme ça. Fait que c'est le même aspect. Dans ce cas-ci, c'était fait par des fraudeurs. Moi, c'est négatif. Mais cet usage-là de l'aspect personnalisé est très intéressant et nous amène, encore là, on revient sur le fait, une meilleure rétention, meilleur message, meilleure réception de ce que tu fais essentiellement. Là. C'est ça, ça vient là. J'aime ce petit goût et tu l'as compris. Voilà, moi je suis pas née pour suivre. Hein, j'ai pour habitude de dire que je suis plutôt une roqueuse dans l'âme, moi. Oula, ça sonne, j'enlève. On est en direct, hein. Mais je suis pas née pour suivre. Je suis pas née pour faire les trucs simplement. Mais je suis très fière de l'équipe. Et en fait, quand tu parles du travail artisanal, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je sais pas si tu imagines, mais pour faire Plan Blanc, on est 7. Ceux qui sont dans le cinéma, eux pourront comprendre et se demander comment on fait. Mais on n'est que 7 et je te mets les comédiens. On est des producteurs, ouais, vraiment de l'extrême. Parce que on n'arrive pas avec une équipe de 20. Je veux mon café, je me fais mon café. J'ai pas besoin d'un premier assistant. J'ai pas besoin de quelqu'un qui qui installe des sièges. J'ai pas besoin qu'on passe repeindre le couloir de l'hôpital où on va tourner. J'ai pas besoin qu'on change les ampoules. Je fais des vraies séries qui seraient dignes je pense, d'une belle plateforme, mais à 7 personnes. Et ça, c'est notre gageur et c'est un peu notre différence aussi. Donc, ça veut dire que notre coût de production et ce que ça coûte n'est pas non plus au même prix que quand tu arrives avec tes 20, 25 personnes. Je vais les citer. Il y a Valérian Cadici, réalisateur. Il y a moi, productrice, scénariste, avec Valérian, qui est mon co-scénariste. Julia Thomasin,
qui est première assistante et script. Alors elle fait tout, c'est notre fée Clochette, elle est incroyable. Un ingénieur du son, Julien. Voilà, un coiffeur maquilleur quand on en a besoin. Si je veux de la vraie réalité brute, là les acteurs ils étaient même pas maquillés, coiffés dans Plan Blanc. T'es pas coiffé et maquillé quand t'es RSSI. T'es dans ton jus. Donc tu t'en fous, t'es en train de faire un nervous breakdown, donc t'as pas besoin de maquillage qui va couler. De toute manière, tu vas assez mal. Donc voilà. Et puis des comédiens professionnels, Clarisse Fontaine, Cyril Durel. Voilà. Donc artisanal, t'as mis le mot le plus juste. On est des puristes du cinéma, on est 7 personnes, on sait tout faire et on n'a pas besoin d'être 20, on n'a pas besoin d'alourdir la ligne budgétaire de notre client, on a besoin de lui produire quelque chose. Par contre, en regard de ça, chacun de nos clients quasiment nous laisse carte blanche. Ils n'ont pas 15 000 interlocuteurs, ils ont compris qu'on était une équipe resserrée, très 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 agile. Nous, à l'hôpital, ils nous ont dit, faudra pas tourner dans tel endroit entre telle heure et machin truc. On est des fantômes. Ils ne nous ont pas vus. Donc, on tourne que sur les lieux et dans les entreprises. Et en fait, on n'a quasiment pas besoin de quelqu'un pour nous aider et nous guider. On ne dérange personne. C'est super important. Donc, on est artisanal, fantomatique, hyper réactif et très rapide, parce que entre un bon de commande par exemple sur l'achat d'une plateforme et d'une série comme Plan Blanc que tu as vu, sur la série Brice, tout ça a été fourni en moins de 3 mois. Plateforme incluse. Wow. C'est vraiment ça devient la non-industrialisation amène cette capacité, cette agilité, cette adaptabilité-là qui est beaucoup moins contraignante à bien des égards, là, parce qu'on n'a pas de... Pas d'ubérisation, du sur-mesure. Par contre, une équipe de fous malades qui sont capables de relever des challenges un peu de l'extrême, mais qui aiment ça. Donc, on a la capacité d'écrire plusieurs scénarios en même temps, de partir en production sur plusieurs tournages en même temps, de délivrer selon le calendrier du client. C'est pas un souci, c'est de l'organisation. Faut aimer travailler vite et bien. Mais j'ai pas du tout pour objectif de devenir une machine à gaz, moi. Tu vois, mon objectif, c'est pas de devenir une machine à gaz avec 45 personnes sur un plateau. Je veux garder la vérité de l'humanité du moment que je filme. Donc, quand t'es 4 dans la salle, techniciens et les acteurs, t'as ce moment de vérité-là, tu l'as. Pas quand t'es 20, 25, où ça devient un truc. On change pas les ampoules, on repeint pas les murs, on va là où vous nous dites, et on en fera toujours un truc sympa. Et dans Plan Blanc, tu as l'univers brut de l'hôpital. Et Nicolas, on avait un plateau de tournage de 63 000 mètres carrés. Mais c'est ça, ça devient, c'est fantastique, cet axe-là. Puis moi, j'aime beaucoup ça parce que je crois beaucoup à la valeur de ce travail-là, à cette nécessité-là, de cette façon, cette approche-là. On va conclure parce que ça fait quand même un certain temps qu'on discute, puis on reprendra sur un autre épisode, puis on continuera notre discussion. Le petit coach, parce qu'on est en début janvier 2026. Puis là, au Québec, il neige présentement, ce qui est une situation relativement normale ici, et on vit bien avec ça. Il fait -7. Il fait chaud, il fait -7 à l'heure actuelle, ou -6, donc il fait chaud au Québec. À Paris ou en France en général, c'est la catastrophe. C'est complètement fou. Look my face. Alors, moi, pour nos amis québécois, nous avons 8 cm de neige. Et en fait, c'est l'équivalent de 150 cm de neige ici. Donc, au moment où je te parle, c'est pour ça qu'il y a du bruit dans cette maison, etc., parce que tous les transports scolaires ont été arrêtés. Donc, pour 8 cm de neige. Hier, nous avions 1300 km de bouchons sur les routes. Les gens ont dormi dans leur voiture avec des couvertures de survie. Non, mais je sais. C'est complètement fou. Puis, je trouve ça drôle d'en parler là aussi parce que ça l'amène une situation c'est une crise qui d'une, en tout cas pour certaines personnes, plutôt dans le nord de l'Europe aussi, puis certaines autres zones, c'est relativement banal. Mais de voir ça comme ça, d'une crise comme ça, plein Paris, c'est
Nicolas, je t'annonce que je compte écrire un scénario sur cette désorganisation totale française. Mais d'abord, ça touche tout l'Hexagone, mais à Paris, alors on a, c'est ce que je te disais, deux catégories. Ceux qui se pensent dans la Reine des Neiges, donc là, vas-y les mèmes et les stories, parce qu'il y a 3 flocons de neige, c'est exceptionnel. Donc tout le monde marche dans la neige, habillé, habillé en tenue de ski. Bon voilà. Et d'un autre côté, t'as tous ceux qui sont en panique, qui essayent d'avoir un bus qui a pas, un métro. Tu peux pas descendre les marches du métro, elles ont gelé, donc tu tombes. Donc d'abord tu te casses le coccyx, donc t'es possiblement paralysé très rapidement, ou la jambe. Les urgences sont débordées tellement il y a de jambes cassées. Ma famille, ils sont tous dans la médecine. On m'a dit laisse-nous tomber, on est en urgence. Ah bon, pourquoi trop de jambes cassées? Ok, d'accord. Et donc on vit avec nos enfants à la maison comme au moment du Covid depuis 3 jours. C'est comme si j'ai envie de te dire que j'ai envie de mourir, mais sans mourir, parce que l'école est arrêtée. Voilà. Donc et j'ai eu l'occasion de venir à peu près 25 fois au Québec. Donc j'ai vu le Québec par toutes les saisons et je me pose encore une fois la question, comment c'est possible? Mais on est irréductiblement français. Je crois que ça coule dans nos veines de pas savoir gérer ni l'hiver, ni 3 flocons et presque les risques, pour tout te dire. Ce qui va avec, effectivement, cette situation est très, très comique. Et et en plus, ça revient à chaque année, cette neige. Peut-être pas autant que ça qu'à chaque année, mais ça revient régulièrement. Et à chaque fois, il y a la même surprise, le même étonnement à chaque fois de voir de la neige en France quand il y en a quand même à chaque année ou relativement à chaque année. Peut-être pas jusque dans le sud, là, mais au moins dans le nord. D'avoir un climat. Donc pour l'instant, le réchauffement de la planète se fait, mais on a quand même encore de la chance d'être au cœur d'un truc qui s'appelle l'hiver. Bon. Donc partant de ce postulat de base, en hiver, la neige peut être présente. Jusque-là, c'est correct, comme on dit. Correct. Bon. Et alors là, tu découvres que il n'y a pas de feuille de route, et il n'y a pas de conduite et de gestion de crise. Ce sont les camions poubelles de temps en temps qui mettent un peu de sel comme ça. Donc là, on est hyper heureux parce que tu peux le voir, il y a le soleil qui revient, donc tout le monde se remet à prier parce que la neige va fondre. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on n'est pas très bon en anticipation de crise. Et je me dis, by the way, que peut-être je devrais aller voir les mairies ou les départements et les régions avec une série en 6 épisodes qui pourrait s'appeler Plan Blanc, number 2. Mais pas pour les mêmes raisons. Mais pas pour les mêmes raisons. Tu vois, mais c'est face au blizzard ou un truc comme ça. Où tu vois, tu me vois plus très bien parce que j'ai beaucoup de soleil. Et qui pourrait rappeler quand même la conduite de crise en cas de 8 cm de neige. Dame. Pourquoi? C'est une belle chose. Et de toute façon, ça va se repasser cette fois, mais gestion de crise de façon plus large, clairement. Nos villes ne sont pas prêtes, nos institutions ne sont pas prêtes. Il y a personne qui est prêt à ce type-là. Puis il y a une place aussi, en plus, ça fait partie de ta plage globale, la gestion de crise. Puis clairement, il y a beaucoup de gens qui auraient besoin d'être sensibilisés. Alors écoute, sur tous les sujets, les plus larges, les plus variés, nous, on est des scénaristes de l'extrême, on peut écrire, je crois, sur tout. Pour finir, je crois que la seule limite étant notre imagination et qu'on n'a pas de limite dans notre imagination. On a la capacité d'écrire sur 3 flocons de neige, comme sur les problématiques de la réputation, comme sur du terrorisme, de l'espionnage industriel, de la contrefaçon, whatever. Tout nous inspire pour créer des scénarios complètement addictifs et en utilisant tous les types et toutes les couleurs du cinéma. Donc moi, j'adorerais faire une fiction, une science-fiction. Oh, j'adorerais. Alors ça serait vraiment un gros plaisir.
Et j'adorerais faire également des trucs avec des cow-boys, des Indiens, revenir. Tu vois, pourquoi pas? On peut tout imaginer. Mais pour finir, je crois que le truc que j'adorerais le plus, ça serait d'installer un bureau à Montréal et de travailler avec mes amis québécois. Ça serait. Ça serait très intéressant. Puis on a un marché aussi très très grand pour l'offre que tu as. Fait que ça serait très très agréable. Puis je pense que tu viens justement, tu es en passage au Québec en avril prochain. Là, je viens en avril. Je viens passer quelques jours au Québec, rencontrer des gens, profiter de boire un petit café avec toi, Nicolas. On ira faire du running. On ira faire du running le matin. Aller voir mes amis d'HEC Montréal avec qui j'ai collaboré pendant 14 années sur tous les plans, justement en communication de risque, de crise. Voilà, je les ai accompagnés à développer l'école dans toute l'Europe. Et j'ai trop bien travaillé parce que il y avait trop d'étudiants français, ils en pouvaient plus, ils voulaient d'autres étudiants. Mais je leur fais un gros baiser s'ils nous écoutent parce que c'est une école merveilleuse. Mais voilà, donc ouais, j'aimerais beaucoup venir un peu passer plus de temps chez vous. Ouais, beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage.